Bien, donc je vais avoir le plaisir et l'honneur de démarrer la présentation des données de Constance sur le plan respiratoire. Pardon, je m'appelle Nicolas Roche et je travaille dans le service de pneumologie de l'hôpital Cochin et à l'université de Paris-Cité, où je suis professeur de pneumologie, comme on dit. Et donc, je vais faire cette présentation. En fait, c'est une présentation que je ne vais pas faire tout seul du tout, comme vous le voyez, qui va être à deux voix. Je démarre et Rachel, avec qui je travaille depuis un petit bout de temps maintenant, au sujet de Constance, prendra la suite. On s'est partagé un peu les domaines. Alors, il faut savoir que, bien sûr, c'est nous qui présentons, mais tout ça, c'est vraiment le résultat d'un travail collectif avec énormément de gens qui sont impliqués à plein de niveaux différents pour aboutir aux résultats que vous allez voir et que c'est vraiment extrêmement collaboratif, la main dans la main avec notamment Marie-Zins, qui a parlé tout à l'heure. Et c'est aussi quelque chose de très agréable et productif de pouvoir travailler ensemble de cette manière. Alors, allons dans le vif du sujet. Je vais commencer. Alors, m'excuse au préalable pour ceux qui connaîtraient déjà bien les maladies respiratoires. Il y en a peut-être quelques-uns qui ont plus de notions que d'autres. Mais ce que je voudrais, c'est essayer de remettre un peu tout le monde sur un même niveau, de façon à s'entendre sur ce que l'on évoque quand on parle de maladies respiratoires chroniques. C'est quoi les très grandes catégories de maladies respiratoires chroniques? Donc, vous voyez la liste qui est sur la gauche. Si vous regardez le petit schéma que vous avez à droite, ça vous illustre ce que c'est qu'un appareil respiratoire. L'appareil respiratoire, ça commence en haut de ce schéma avec la trachée que vous voyez ici. Enfin, vous avez le larynx très précisément, là où je pointe. Ensuite, la trachée, les bronches. Et les bronches vont se distribuer dans les poumons. Les bronches, c'est des tuyaux, hein. Alors, c'est un peu plus que des tuyaux. C'est des tuyaux qui ont un fonctionnement très particulier sur le plan biologique, mais ça reste des tuyaux qui vont apporter l'air dans le fond du poumon, c'est-à-dire les alvéoles, ce que vous voyez ici, qui ressemble un peu aux feuilles de l'arbre d'une certaine manière sur ce graphique. Et ces alvéoles sont les endroits où vont se faire les échanges d'oxygène qui est capté dans l'air pour être transmis dans le sang, et de gaz carbonique qui suit le chemin inverse. Le gaz carbonique, c'est ce qu'on produit, c'est un peu les déchets de l'usine qu'on représente. Donc, quand l'usine travaille, elle produit du gaz carbonique. Il faut évacuer le gaz carbonique. Ça va se faire par l'apport par le sang au poumon du gaz carbonique qui après est évacué dans l'air qu'on souffle. Donc, d'un côté, les poumons vont capter le carburant qui est l'oxygène dans l'air. De l'autre, ils vont évacuer les déchets qui sont le gaz carbonique. Et donc, tout ça avec cette tuyauterie qui amène l'air là où il va être en contact du sang et où ces échanges vont pouvoir se faire. Donc, les maladies des bronches, c'est les maladies de la tuyauterie, pour faire simple. Les maladies du poumon, c'est les maladies du poumon un peu plus profond. Donc, c'est la zone que je pointe ici. C'est là où se situent les alvéoles, qui sont les endroits où se font ces échanges. Après, on a des maladies de la paroi thoracique. Vous savez bien que votre poumon, il n'est pas comme on le voit ici. Il est donc ici, c'est un graphique qui représente le poumon profond. Le poumon, il est entouré par la cage thoracique. La cage thoracique peut être malade s'il y a eu un traumatisme ou que sais-je. Et donc, quand cette paroi thoracique est malade, eh ben, ça peut induire un problème respiratoire puisque c'est la cage thoracique qui fait fonctionner le poumon. Après, on peut avoir aussi des maladies des vaisseaux pulmonaires. Donc ici, vous avez un autre schéma de l'appareil respiratoire dans lequel on voit que pour qu'il puisse y avoir des échanges entre l'air et le sang, il faut qu'il y ait de l'air, bien sûr, c'est la tuyauterie bronchique, mais il faut qu'il y ait du sang. Et ça, c'est tous les vaisseaux sanguins que vous voyez ici, dont certains, ceux qui sont rouges, servent à nourrir le poumon, d'autres, ceux qui sont bleus, servent à faire ces échanges d'oxygène et de gaz carbonique. Après, le poumon, il va être mis en fonctionnement sur le plan de la motricité par la musculature de la paroi thoracique, mais tout ça, ça doit bien sûr être commandé quelque part, et cette commande va se faire par le cerveau. Alors c'est automatique, vous respirez sans vous en rendre compte, sauf si vous êtes malade, auquel cas vous allez avoir une perception anormale et désagréable de votre respiration, mais sinon c'est quelque chose d'automatique sur lequel vous pouvez avoir une part de contrôle volontaire. Et puis pour finir, dans le respiratoire, il y a tout ce qui m'intéresse personnellement
plus directement parce que je suis pneumologue, donc moi je travaille sur ce qui est en dessous du niveau que je schématise ici à l'écran, c'est-à-dire la partie basse. Donc c'est le système respiratoire bas, mais il y a un système respiratoire haut qui est le système ORL avec le nez qui va amener l'air, ou la bouche, qui vont amener l'air vers la tuyauterie. Donc désolé pour cette introduction peut-être un peu longue, mais je pense que c'est important de savoir dont on parle. Et les maladies respiratoires, finalement, c'est les maladies qui vont toucher tout ça. Et j'ai pas parlé du cœur parce que je suis pneumologue, pas cardiologue, mais bien évidemment, le cœur pompe le sang et est extrêmement important dans ce contexte. Alors, ça, c'était la façon dont on est fabriqué. Et quand tout va bien, eh ben, on n'est pas malade. Mais quand on est malade, ces maladies respiratoires chroniques ont une valeur prédictive assez forte de la santé de manière générale. C'est-à-dire que les variables qu'on peut mesurer, nous, et qui traduisent votre capacité respiratoire, votre capacité à échanger l'oxygène, le gaz carbonique, sont des variables, des mesures qui sont très prédictives, comme je viens de le dire, de l'état de santé, du pronostic, de la façon dont la vie va se passer. Les grands chiffres, 270 millions d'asthmatiques dans le monde, donc c'est beaucoup. C'est la 28e cause de handicap. 280 millions de BPCO, donc des chiffres à peu près similaires. Troisième cause de décès dans le monde, ce qui est vraiment énorme. Et on a une fréquence de la rhinite allergique. Je vous ai dit, il n'y a pas que ce qui se passe en dessous, il y a aussi ce qui se passe en haut. Et la rhinite allergique, 30%, qui peut être aussi très gênante, même si elle n'est pas mortelle. Et puis, on a des rhinites qui ne sont pas allergiques, Rachel en parlera, et dont on connaît beaucoup, beaucoup moins bien la fréquence. Et donc, l'objectif, ce qu'on peut faire dans Constance, qui est extrêmement précieux, c'est d'arriver à caractériser ces différentes maladies, à apprécier leur fréquence exacte en France et à capturer leurs facteurs de risque, à les identifier de façon après à pouvoir agir dessus. Bien sûr, le but n'est pas seulement de décrire ce qui se passe, c'est à partir de la description de la fréquence, de l'impact des risques, de pouvoir développer des politiques de santé publique, de prise en charge qui vont aider l'ensemble des personnes malades et non seulement aider les malades, mais aussi prévenir l'apparition de la maladie. C'est très important. Ces maladies respiratoires chroniques, elles ont en commun un certain nombre de points. À gauche, ce que vous voyez, c'est le fait, et c'est logique, qu'elles sont en lien extrêmement fort avec l'environnement. Pourquoi? Parce que l'air qu'on respire, c'est l'extérieur de nous qu'on fait rentrer à l'intérieur, et avec tout ce qu'il contient, dont potentiellement des éléments, des particules, des gaz qui peuvent être toxiques, des bactéries, que sais-je, des allergènes, et donc contre lesquels il va falloir se défendre ou contre lesquels on peut être plus ou moins sensible. Donc cet environnement, c'est l'environnement qu'on a chez soi, à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle l'environnement intérieur, au travail, l'environnement professionnel, et puis dans la rue quand on se promène ou n'importe où, ce sont les polluants atmosphériques. Donc lien très fort avec l'environnement, mais ça n'explique pas tout. Il y a aussi des facteurs de prédisposition qui font que certains d'entre nous en contact avec des éléments de l'environnement vont être malades, d'autres pas. Il y a une sorte d'inégalité qui est liée à cette prédisposition, qui peut être une prédisposition génétique notamment, mais pas que. Les symptômes respiratoires, les deux principaux, c'est l'atout, l'essoufflement. L'essoufflement, dans notre langage technique, vous m'entendrez peut-être dire le terme, on appelle ça la dyspnée. C'est un terme un peu barbare, mais bon, ça veut dire un essoufflement, une respiration qu'on sent de manière inconfortable. Et puis, il peut y avoir des épisodes, ce qu'on appelle des épisodes aigus. Alors, en langage technique, on appelle ça des exacerbations. En langage courant, on appelle plutôt ça des bronchites. Et c'est des épisodes où la situation va se dégrader brutalement. Souvent, c'est une infection qui va déclencher les choses, mais qui n'aurait pas déclenché un tel problème sur quelqu'un qui n'a pas de maladie chronique. Et puis, parfois, ça, dans certaines maladies, l'asthme notamment, ça peut siffler. Les risques aussi sont communs à toutes ou quasi toutes les maladies respiratoires chroniques. Le risque, c'est d'avoir une qualité de vie qui souffre, forcément, parce que le quotidien va être beaucoup moins confortable à cause du problème respiratoire. Quand il y a des épisodes aigus, quand la situation s'aggrave brutalement, il y a un risque d'hospitalisation, il peut y avoir un risque vital. Quand il y a une insuffisance respiratoire, qu'on n'arrive plus à capter suffisamment l'oxygène, à évacuer suffisamment le gaz carbonique, ça peut mettre en danger réellement. Et puis, il y a des risques, bien évidemment, de handicap. Quand on est essoufflé, handicapé, c'est pas forcément le handicap. Il ne faut pas entendre ce mot comme le handicap un peu extrême. Le fait de ne pas pouvoir avoir la vie quotidienne qu'on voudrait, est une forme de handicap, même si ça n'est pas forcément, comme je vous le disais, très grave. Et puis, il y a les formes un peu, pas forcément, disons, avancées, qui sont l'insuffisance respiratoire chronique quand on n'arrive plus à échanger l'oxygène, le gaz carbonique. Alors,
qu'est-ce que Constance nous apporte dans tout ça? Eh bien, énormément de choses. Je vais entrer dans le vif des résultats, mais énormément de choses parce que c'est la seule source de données sur la santé respiratoire en France à l'échelle de la population, euh, d'un d'un- d'un échantillon, comme on dit, globalement assez représentatif de la population qu'on trouve tout autour de nous. Il y a, en plus du côté unique en France, très peu de données de ce type à l'échelle mondiale. Et ces données, elles vont nous permettre deux choses, de décrire, j'en ai déjà parlé, mais aussi d'expliquer. Décrire, c'est quelle est la fréquence, la gravité, l'impact de la maladie, quels en sont les facteurs de risque. Expliquer, c'est ça aussi, c'est les facteurs de risque, les causes et ce sur quoi on va pouvoir agir. Un autre intérêt de Constance, c'est le côté, ce qu'on appelle ici le 360 santé, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas une maladie, on ne regarde pas juste les maladies respiratoires, bien sûr. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus parce que c'est mon métier au quotidien. Mais ce qu'on se voit aussi, c'est que si on prend un exemple qui est la BPCO, je vais y revenir, mais c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive, les bronches qui se rétrécissent, souvent, le plus souvent en rapport avec le tabac, et ben, cette BPCO, elle est rarement isolée. Les malades, ils ont d'autres maladies cardiovasculaires, par exemple, et à peu près plus de la moitié des malades qui ont une BPCO ont une autre maladie. Donc si on regarde juste la BPCO, ben, on voit qu'un petit bout de la personne malade. Alors, et ce qu'on veut, c'est voir l'ensemble de la personne. Et ça, Constance le permet, ce qui est très précieux. Et donc Constance va nous permettre de progresser dans les connaissances, de développer des nouveaux traitements, d'améliorer le diagnostic, d'améliorer les mesures de prévention, d'informer les politiques de santé publique. Et en cela, Constance est vraiment extrêmement précieux. Et puis, il y a un dernier aspect qui n'est pas le moins important, qui est que Constance suit les personnes. Et ça, c'est crucial parce qu'une des données dont on manque beaucoup, c'est la connaissance de l'évolution des maladies dans la population et à l'échelle des individus qui en souffrent spontanément ou sous l'effet des prises en charge. Comment on fait? Comment Constance fait-elle pour aboutir à ce résultat? Eh bien, Constance a tout un tas de questionnaires posés par les soignants auxquels vous répondez vous-même en auto-questionnaire. Constance a des mesures de souffle. Constance permet des prélèvements biologiques. Et puis, ça, c'est ce qui se fait au démarrage, mais il y a des choses qui vont être refaites régulièrement. Il y a des questionnaires annuels, des questionnaires à la réinvitation au bout de 4 ans, des questionnaires complémentaires quand on fait une étude spécifique. Et puis on répète la spirométrie, on répète la biologie. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de voir l'évolution des choses dans le temps, ce qui est très, très important. Alors les questionnaires, je ne vais pas entrer dans le détail, c'est juste pour vous les montrer. Tous ceux qui participent à Constance connaissent, donc vous en avez plein. Ils portent sur énormément, j'ai pris bien sûr que les questionnaires respiratoires, sur tous les aspects de la santé respiratoire, les symptômes, les facteurs de risque. Et puis chez les personnes qui sont identifiées comme étant malades, ici les asthmatiques, on va avoir par la suite, après la première visite, on va avoir des réinvitations qui permettront de répondre à des questionnaires spécifiques développés pour ça. Et c'est valable pour l'asthme, c'est valable pour la BPCO. Alors, des données, un peu de données, rentrons dans les chiffres. La fonction respiratoire est mesurée chez tous les sujets, quasi tous les sujets qui participent à Constance. Donc c'est un truc un peu barbare qui s'appelle la spirométrie. Vous avez une photo en bas à droite. J'ai cité ma source qui est pas très pneumologique puisque c'est Wikipédia. Donc c'est un examen qui est relativement simple, mais pas si simple que ça. Il faut savoir le faire. C'est extrêmement important qu'il soit bien fait. Et ce qui a pu être mesuré, c'est que la qualité est bonne dans 70% des cas. Alors vous pouvez vous dire, bah, ça veut dire que 30%, c'est pas bon, et c'est pas si génial que ça, mais si, comme c'est un examen qui est pas facile à faire pour le sujet qui souffle, 70%, quand on compare aux autres données dans le monde, c'est extrêmement bien. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ça va nous permettre de donner au sujet une réponse sur son état de santé respiratoire, de faire avancer la recherche, d'informer les décisions de santé publique. Et ce qu'on a pu voir, c'est que 4,6% de la population de Constance est malade des bronches, c'est-à-dire qu'on détecte une obstruction bronchique et 2 tiers n'avaient pas de diagnostic auparavant. Et donc pour eux, ça va être une vraie valeur ajoutée pour nous aussi, parce que ça nous montre qu'il faut absolument développer des politiques d'identification, de détection. Autre résultat dans Constance, je vais passer à la suivante, c'est sur l'asthme. Là, je parlais de l'obstruction bronchique. Donc, l'obstruction bronchique, ça peut être l'asthme, mais ça peut aussi être la BPCO, donc la bronchopneumopathie chronique obstructive dont je parlais, liée souvent au tabac, mais pas que, et qui est caractérisée par une obstruction permanente. L'asthme, ce que Constance nous dit, c'est qu'il y a 12,5% des sujets, des personnes interrogées dans Constance, qui ont eu de l'asthme dans leur vie, dont entre
entre 6 et 9%, ça dépend des définitions, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui ont un asthme actuellement actif, c'est-à-dire qui ont eu des symptômes ou des besoins de traitement dans l'année écoulée. L'asthme, c'est quoi? Ça siffle, on tousse, on est essoufflé, et c'est très très variable dans le temps. Donc on a des crises d'asthme, ce qui est beaucoup moins le cas de la BPCO, même si ça peut arriver. Truc intéressant aussi, c'est qu'on a mis en évidence dans Constance, et c'est de manière générale quelque chose que Constance permet, un impact des conditions socio-économiques sur le risque d'asthme, et spécifiquement chez la femme. Et ça, c'est aussi des enseignements qu'on tire de Constance et les différences hommes-femmes dans plein de domaines, mais aussi l'impact des conditions socio-économiques, des inégalités de santé. Ce qu'on sait aussi, c'est que quand on a un asthme plus sévère, on a plus de maladies cardiovasculaires, plus de dépression. Ça, c'est ce que j'appelais le côté 360 santé. On a aussi plus d'hospitalisation, on va induire plus de dépenses, et c'est mesuré, c'est ce que vous voyez en bas, le coût d'une personne asthmatique pour la société en fonction du niveau de sévérité de son asthme. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est que les gens qui sont asthmatiques ont moins d'activité physique, ce qui peut se comprendre, mais ça crée des cercles vicieux. Le fait d'être asthmatique peut induire une baisse d'activité physique qui elle-même peut aggraver les symptômes de l'asthme. Donc ça, c'est des choses importantes à connaître parce qu'on va en tirer vraiment des conseils qu'on peut donner aux gens. Euh, une petite série pour finir de mon côté de résultats sur les liens entre l'asthme, les habitudes de vie, la qualité de l'air et puis aussi sur la rhinite. Euh, donc ça, c'est des travaux qui ont été pilotés par l'équipe de Rachel, parce que je vous montrais aussi, hein, implique l'équipe de Rachel dans tous les domaines et plusieurs autres équipes. Donc, quand on utilise souvent des produits ménagers irritants, donc vous avez une liste qui est peut-être écrite en petit, eau de javel, ammoniac, acide, solvant, eh ben, on a significativement une association avec l'asthme. Après, ce qui est compliqué, c'est de dire est-ce que c'est une cause de l'asthme, est-ce que c'est un facteur aggravant de l'asthme, plus probablement. Ça peut être un peu des deux, c'est pas complètement tranché ça. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un lien. Et que plus on utilise ces produits, et plus on utilise un grand nombre de produits différents, potentiellement irritants, toxiques, et ben plus on va avoir ces effets néfastes, c'est-à-dire ce lien fort avec l'asthme. Ce qu'on voit aussi, c'est ce que vous voyez sur la partie droite, c'est que quand on utilise des produits ménagers verts moins toxiques, moins irritants, et ben on va avoir moins de risque d'asthme. Ça a un effet bénéfique. Quand on utilise des produits ménagers faits maison, là aussi, ça va avoir un effet bénéfique, c'est-à-dire qu'on n'aura plus cette association avec l'asthme. Ça, c'était pour le risque lié à l'environnement intérieur ou l'environnement professionnel. On a aussi des éléments, et ça, c'est des données qui ont été recueillies en lien avec l'exposition professionnelle à des solvants et le score de symptômes de l'asthme. Et finalement, plus on est exposé professionnellement à des solvants, plus on va avoir un score d'asthme élevé. Je termine avec un petit mot sur la rhinite pour ne pas être que pneumologue, mais m'intéresser aussi à ce qui se passe au-dessus. Et ce que vous voyez ici, c'est un schéma, je ne rentre pas dans le détail du schéma lui-même, mais ce que ça nous montre, c'est qu'il y a une association entre la rhinite, l'existence d'une rhinite, et l'exposition à des polluants de l'air. Et donc ça fait partie des données qui sont utilisées pour informer les politiques de lutte contre la pollution et pour un air aussi sain que possible. Dernière chose, la toux chronique, ça peut être très gênant. Il y a des gens qui ont une toux chronique, on appelle à partir de 8 semaines. Donc ça peut être très gênant. La fréquence, c'est 3,8%. Alors ceux qui sont vraiment très gênants, c'est les 0,22% qui ont une toux non seulement chronique, mais réfractaire, c'est-à-dire que les traitements marchent mal et on ne trouve pas de cause à cette toux. Alors, certaines toux chroniques, on trouve bien la cause. Ça, c'est reflux gastro-œsophagien, c'est de l'acidité qui remonte de l'œsophage, l'asthme, la rhinosinusite, la BPCO, ça, c'est des choses qu'on connaît bien, qui peuvent expliquer des toux chroniques et sur lesquelles on a des traitements à proposer. Et parfois, quand c'est réfractaire, on a très peu de choses. Et on sait que c'est dans ce cas-là associé à plus de dépression, ce qui se comprend bien. Le poids du symptôme est lourd, hein. Plus de médicaments, plus de consultations, plus de dépenses de santé. Et puis, on a plein de projets. Désolé, je suis en train de rallonger mon temps de parole, donc je vais m'arrêter, mais j'insiste quand même sur ces projets parce qu'ils sont très nombreux et qui vont nous apprendre énormément de choses sur les déterminants des maladies respiratoires. Donc, vous voyez ici tout ce qui nous intéresse, l'environnement, le sexe, homme-femme, les facteurs socio-économiques, la profession, sur l'impact de ces maladies respiratoires, à quel point ça va dégrader la qualité de vie, avoir un retentissement sur le risque d'autres maladies psychologiques ou autres, combien ça coûte, et puis le rôle des maladies respiratoires, des symptômes respiratoires et de la fonction respiratoire, de la capacité respiratoire, en tant que marqueur de santé. Donc vous allez recevoir des questionnaires là-dessus, dont un
sur la Disney l'essoufflement. Répondez-y, c'est extrêmement important. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Désolé si j'ai un petit peu débordé et j'ai piqué le smiley de Rachel parce que je le trouve très sympathique.